Cet épisode a été sponsorisé par Geberit, je vous en reparle en fin de vidéo. Vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les animaux ne semblent pas dérangés par leur déjection. Certains chiens kiffent se sentir le derrière, certains mangent carrément leur crotte. Et de manière générale, les mammifères n'ont globalement aucun souci avec ça. Sauf une espèce. Nous. C'est globalement universel, j'imagine que rien que le titre de cet épisode vous a fait un petit peu sourire ou en tout cas vous a dégué un petit peu. On supporte pas l'odeur, on n'aime pas le visuel, c'est comme inscrit dans notre ADN. Mais pourquoi est-ce qu'on serait la seule espèce que ça gêne? Qu'est-ce qui fait que chez nous, les humains, ça nous répulse et que chez d'autres espèces, au contraire, ce soit parfois même carrément attirant? Et là, vous devez vous dire que c'est très facile à comprendre. C'est juste qu'on ressent un dégoût parce que c'est une sorte de mécanisme de survie. Les humains auraient comme un mouvement de recul instinctif devant des potentielles sources d'infection ou de maladies. Et, au cas où vous le sauriez pas, c'est un peu bizarre, mais au cas où, nos déjections sont pleines de déchets biologiques, de bactéries mortes, de cellules du tube digestif, etc., qui peuvent devenir des agents pathogènes et se transmettre. C'est pas pour rien que c'est expulsé de notre corps et qu'il ne faut pas le manger. Mais ça n'explique absolument pas dans ce cas pourquoi toutes les autres espèces semblent ok au mieux avec ça, voire même carrément parfois attirées par les déjections. L'idée que le Cax nous dégue parce que c'est utile pour notre survie semble évidente, et c'est d'ailleurs une réponse popularisée par la psychologie évolutionniste, un courant très controversé et totalement pseudo-scientifique. D'après un de leurs adeptes, Steven Pinker, le dégoût, c'est de la microbiologie intuitive. En gros, pour eux, on est naturellement repoussé par ce qui est dangereux pour notre survie, un peu comme la théorie de l'évolution de Darwin, mais appliquée à l'esprit. Et c'est probablement la réponse que vous deviez hurler derrière votre écran quand j'ai posé la question de départ. Sauf que cette théorie est fausse. Non seulement c'est pas que pour ça que le Cax nous dégoûte, mais en plus, il y a un véritable problème autour du fait que ce soit le cas chez nous et pas chez les autres animaux. Notre façon de concevoir nos déjections a littéralement fait changer la trajectoire de la civilisation. Mais pourquoi cette singularité? Aujourd'hui, je vous propose tous ensemble d'arrêter d'être des enfants de CM2 qui se fendent la poire parce qu'on va parler de caca. Et on va parler d'un phénomène historiographique et culturel méconnu et qui a pourtant bousculé la progression de l'humanité. Sur tous les besoins vitaux de notre espèce, il en est un dont on ne parle pas, mais dont l'histoire a probablement influencé la personne que vous êtes actuellement. Et je n'exagère même pas. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord qu'on parle de nos ancêtres. Au Paléolithique et au Mésolithique, ils étaient globalement assez tranquilles sur le sujet et on n'a aucune preuve que dès ce moment-là, les déjections les dégoûtaient comme pour nous. Grâce à leur mode de vie nomade, ils pouvaient faire leur affaire globalement où ils voulaient. Ils avaient juste à se mettre en squat là tout de suite comme ça, s'essuyer avec une feuille la plus proche et continuer leur route. En plus, c'était assez pratique parce que ils pouvaient revenir à ces endroits quelques mois plus tard et bénéficier de terres fertilisées avec de meilleures cueillettes. Voilà, j'exagère un petit peu, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils faisaient, mais comme beaucoup de nos problèmes actuels, tout a changé au néolithique lorsque on est devenu sédentaire. Une fois qu'on se fixe, on ne peut plus juste fuir la merde, au sens littéral comme figuré. On doit l'accepter et trouver un moyen de vivre avec. Alors on commence à y allouer des espaces dédiés, en dehors des villages. Le problème, c'est que une fois que la population se développe et que les villes grandissent, marcher plusieurs kilomètres pour atteindre l'extérieur de la ville et aller y faire ses besoins, ça devient excessivement compliqué. On a donc dû trouver un moyen d'aller à la selle sans qu'elle nous importune. Et on a mis au point des systèmes d'évacuation. En fait, on pourrait penser que c'est assez récent les systèmes d'égout, mais l'une des premières civilisations à le faire sont en réalité les Minoens, sur les îles de Crète et de Santorin qui ont vécu de 2600 à 1100 avant Jésus-Christ. On comptait alors environ 100 000 habitants. Juste imaginez la quantité de Cax que ça produisait. Je peux vous le dire, environ 50 tonnes par jour. Même une décharge de merde sur le côté, ça n'aurait pas suffi. On peut donc considérer que c'est la civilisation minoenne qui a inventé la première version des égouts et des toilettes avec chasse d'eau. Ils récupéraient l'eau de pluie des toits et l'utilisaient pour les toilettes du palais de Minos. Et sous les sols, des tuyaux formaient une espèce de grand et complexe réseau qui se débarrassait des eaux usées pour les lâcher dans des bassins d'eau aux alentours. Sauf que ce système
bien efficace, hein, a posé quand même plusieurs problèmes. Déjà, ça fertilisait beaucoup moins les sols et il commençait à manquer de nutriments. Et de manière générale, ça déséquilibrait complètement toute la nutrition des écosystèmes aquatiques et terrestres. Mais le pire du pire, vous le voyez venir, c'était les dangers de contamination de l'eau. Avec ces systèmes, il peut arriver de boire l'eau salie et ça, eh bien, c'est maladie assurée. Donc en gros, on peut dire que les Minoens ont vraiment été les premiers à utiliser des toilettes à eau et sans le savoir à leur époque, ils sont également très probablement à l'origine de l'énorme problème auquel l'humanité allait devoir faire face et dont on va parler juste après. Mais ils n'étaient pas les seuls. Les toilettes du passé les plus populaires, les plus connues aujourd'hui, sont probablement celles de la Rome antique. Bon, je pense que si vous suivez cette chaîne, vous devez déjà connaître cette histoire, mais en gros, ils avaient créé un espèce de très très long canal appelé Cloaca Maxima, qui était un système d'égout qui collectait les eaux usées. La cloaca déplaçait des millions, voire des milliards de litres d'eau et se débarrassait de plusieurs tonnes de caca par jour. Son nom vient de la déesse Cloacina, qui était la purificatrice, en quelque sorte la déesse du Cax. Ça part en prod, yes. Et dans les autres petits fun facts qui sont aujourd'hui assez connus, mais on a retrouvé des anciennes toilettes romaines qui étaient publiques et communes. Non seulement sans porte, mais vraiment bien communes, quoi. Ça s'appelle des foricae. En gros, il y a 2 ou 3 bancs de bois ou de pierre qui sont troués et qui sont installés contre les murs, ce qui permettait de faire directement ses besoins dans la cloaca maxima. Comme ça, en se regardant dans le blanc des yeux. Alors ça fait rigoler, mais il y a des théories comme quoi les toilettes, de la même manière que plein d'autres besoins humains comme manger, etc., pouvaient être à ce moment-là des moments un petit peu sociaux. Tu t'assois pour aller déposer les enfants à la piscine, tu parles du beau temps, tu racontes la politique actuelle, tu demandes à ton voisin de te passer la brosse à cul, etc. Ah oui, pas la brosse à chiottes, hein, la brosse à cul. Enfin, le tertiarum, sans être précis. C'était un petit dispositif qui permettait de s'essuyer. Il s'agit d'une éponge qui était attachée au bout d'un bâton. On s'essuie comme ça et on se la passe. Voilà, quand on a fini, on rince la brosse dans l'eau ou dans un seau de vinaigre qui pouvait se trouver à côté. Un petit peu plus spicy pour les régions périnéales, hein, mais plus hygiénique. Et en gros, on passait la brosse au suivant. Voilà. Et donc ça, c'était l'apogée, selon certains, de la civilisation occidentale. En vrai, même si c'était peut-être un moment social, ces toilettes étaient loin d'être the place to be aussi, hein. Faut pas exagérer. Déjà, au niveau de l'odeur, juste dites-vous, on est sur un niveau à peu près chiottes de festival, ok? Donc clairement, on n'y aurait jamais vu des gens de l'élite, à moins qu'ils aient absolument pas d'autre choix. Même chose, assez peu de femmes, parce que, de peur d'être agressées. Donc, on avait ces grandes toilettes publiques, mais on trouvait également, quand même, des toilettes privées. Certaines habitations avaient des latrines, ou juste des petits pots, et le pipi était déposé ensuite dans de plus grands contenants dans la rue. À peu près une fois par semaine, quelqu'un venait alors récupérer la citerne de pisse, comme les ordures, et c'était amené à la laverie. Vous avez très clairement bien entendu. À la laverie, c'était amené à la laverie, puisque c'était utilisé pour nettoyer les vêtements. Parce qu'à l'époque, les togas et les tuniques étaient lavées avec de l'urine. Voilà. Et le pire, c'est que ça fonctionne, hein. Grâce à l'ammoniac présent dans nos mictions, ce sont des détergents naturels. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, mais l'urine, c'est stérile. Autant le cax, c'est un nid à bactéries, genre très mauvais, etc., mais l'urine, c'est totalement stérile. Je vous dis pas pour autant d'aller en boire, mais vous m'avez compris, merde. C'est le cas de le dire. Alors, les Romains piétinaient leurs vêtements avec leurs pieds et de la pisse jusqu'aux chevilles pour laver les vêtements. C'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Et pas qu'un peu d'ailleurs, dites-vous qu'ils ont fait ça très longtemps, hein. Pendant plus longtemps que nous aujourd'hui on utilise du papier toilette par exemple. Encore une fois, dans l'histoire, tout est une question de mesure. Des choses semblent totalement naturelles pour nous et acquises et seront probablement considérées comme hyper bizarres dans 500 ans. Donc on ne juge pas, s'il vous plaît. Merci. Bref, toutes ces manières de procéder étaient plutôt ingénieuses pour l'époque. Donc à ce moment-là non plus, a priori, les hommes ne considéraient pas les matières fécales avec autant de dégoût que nous. Les toilettes étaient même un lieu de socialisation sans tabou. Mais alors, on en revient à notre question de début, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a fini par en être dégoûté et avoir le rapport qu'on a actuellement avec nos selles ?
La réponse commence à apparaître à partir du Moyen-Âge. Malheureusement, les méthodes de la Rome antique, même si c'était pratique et assez standardisé, c'était pas la meilleure idée pour la santé. Vous imaginez assez bien les problèmes d'hygiène que peuvent entraîner une brosse à cul partagée. Eh bien ça, c'était vraiment rien du tout comparé au fait que la cloaca maxima était déversée dans le Tibre et a donc complètement pollué la même eau que les gens buvaient. Et où les gens sont évidemment tombés très malades, mais il a fallu énormément de temps pour faire le lien avec les toilettes. Ça a pris littéralement des siècles. On arrive donc, pouf, au Moyen-Âge, et c'est seulement maintenant qu'on voit apparaître une méfiance liée aux déjections. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité occidentale, on commence à trouver le Cax pas élégant, trivial et même comique. C'est-à-dire que les premières blagues de Cax datent de cette époque-là. Enfin, peut-être qu'il y en a eu déjà avant, je sais pas ce que je dis, mais il n'y en avait pas de façon structurelle, genre haha, le caca, qu'est-ce qu'on rigole. Et attention, on ne commence pas à mal considérer le fait d'aller aux toilettes à cause d'un dégoût lié aux bactéries ou à la saleté ou je ne sais quoi. Pas du tout. Si à l'époque, on considère aussi mal les selles, c'est pour des raisons beaucoup plus sérieuses et avec lesquelles on ne blague pas. Pour l'époque, les déjections étaient synonymes de corruption, d'impureté morale, mais surtout, vous le voyez venir, de péché. Mais même pas que symboliquement d'ailleurs. Non, et c'était vraiment l'incarnation même du péché premier degré. Dites-vous, il y a plus de mentions d'étrons dans la théologie que dans les récits beaufs de chaussée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe plein d'histoires qui lient les toilettes au fait de combattre ou de chasser le démon. Par exemple, des superstitions comme quoi il ne faudrait pas aller seul la nuit aux toilettes au risque de tomber nez à nez avec Satan. En fait, on pense à cette époque-là que la pratique de vider ses intestins est une forme de purification. Les paysans utilisent des fosses d'aisance quand le village en a une, et ensuite c'était sûrement ramassé pour faire de l'engrais pour les champs. Et s'ils ont de la chance, il y avait peut-être une petite cabane pour un petit peu d'intimité, avec un petit banc percé pour éviter de tomber dans la fosse. Et la nuit, eh bien, on utilise des pots de chambre et on les vide dans ces fosses le matin. Pour s'essuyer, on prend ce qui passe, donc c'est-à-dire du foin, de l'herbe, de la paille, de la mousse, que sais-je. Et quand les villes commencent à se développer, eh ben ça devient un petit peu compliqué. On dépose ces colis un petit peu partout dans la rue à ce moment-là. Alors, dans le sud de la France, on a tenté des trucs à un moment donné. En fait, on utilisait les toits en guise de toilettes à ciel ouvert. Vu que ça sèche vite, du coup il y a moins d'odeur, mais ça permet de se laisser des petites surprises en cas de pluie. Voilà, disons qu'il ne pleut pas que de l'eau. Intéressant. C'est d'ailleurs pour lutter contre ces désagréments qu'en 1522, une loi française obligeait toutes les nouvelles maisons à avoir des toilettes. Au final, c'est pas du tout efficace parce que les maisons déjà établies font perdurer le problème d'hygiène encore des siècles et certaines rues deviennent carrément des sites de défécation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la moitié du XIVe siècle, la plupart des villes ont une rue qui s'appelle rue Horde. Peut-être que vous en avez une dans votre ville, dites-moi. Eh bien, tout ce qui est rue Horde, ordure, rue Basse-Fesse ou rue des Aisances dans vos villes, ça vient de là en fait, c'était les rues à Cax. Vraiment premier degré, dites-moi en commentaire s'il y a une ville comme ça, s'il y a une rue comme ça dans votre ville, ça m'intéresse. En Empire Ottoman, on utilise plutôt des toilettes à la turque, où il faut se mettre en position de squat et où il n'y a pas d'assises. D'ailleurs, c'est une pratique qui est encore très utilisée dans certains pays. Par exemple, aujourd'hui, il y a la Chine, je crois, et je suis sûre que comme moi, vous avez tous et toutes été probablement traumatisés un jour par les toilettes à la turque dans les aires d'autoroute. Après, il y a d'autres techniques encore. Par exemple, au nord de la France, beaucoup de villes sont encerclées de tranchées datant de la fin de l'Empire romain. Ces villes se sont étendues par-delà ces fossés défensifs et les habitants ont commencé à s'en servir en fait comme égouts ouverts. On les appelle alors les merderons, merdrons ou encore merdançons. Voilà. Par contre, on n'avait pas le même standard dans les châteaux. Et on aménageait des espaces beaucoup plus confortables, vous vous en doutez. Déjà, un truc, c'est que la priorité des châteaux, vous vous en doutez, c'est la surveillance de l'ennemi. Donc on construisait des urinoirs triangulaires dans les murs pour que les défenseurs puissent retourner beaucoup plus rapidement à leur poste. Donc je sais pas si vous avez déjà remarqué ça sur les façades des châteaux médiévaux. Ça s'appelle des garde-robes, sauf que c'était absolument pas pour y ranger vos plus beaux vêtements, pas du tout. Ce sont effectivement des toilettes qui sortaient du mur afin de permettre à vos produits du terroir d'être lâchés dehors, juste en bordure des murs du château. Une super défense supplémentaire contre les ennemis, ça repousse, voilà. Mais, encore problème, très rapidement, ça commence à être nauséabond.
et en plus de ça, il fait très très froid dans les châteaux. On a donc démocratisé plusieurs formes de pots de chambre. À Versailles, on trouve des latrines publiques dans plusieurs ailes du château et on place des chaises percées derrière des paravents dans les couloirs. Le personnel récupérait alors les colis et les vidait dans des fosses. Mais, vous connaissez sûrement cette histoire, mais tous ces aménagements n'ont pas suffi. Avec le monde qui affluait, c'était juste pas possible à gérer. Du coup, on se sert quand même des recoins, des jardins, avec du jasmin et de la jacinthe qui ont été plantés pour faire oublier l'odeur. Ou même à l'intérieur carrément du palais, si on en croit certaines histoires. Mais alors attention, parce qu'à chaque fois qu'on raconte cette anecdote, on a l'image comme ça des nobles qui faisaient poser leur pêche comme ça dans les couloirs. Pas du tout. A priori, ce serait plutôt le fait de visiteurs qui étaient peu accoutumés aux usages de la cour. Louis XIV, lui, par exemple, il est distingué. Il fait carrément même un petit show de son petit cax du matin. C'est-à-dire que les courtisans achètent un brevet d'affaires qui leur permet d'échanger pendant ce petit moment privilégié avec le roi. Apparemment, ça le rendait plus accessible. Intimité zéro, par contre. Et il y a même des rumeurs comme quoi la personne qui doit jeter son pot de chambre, donc le porte-chaise d'affaires, comme il était appelé, s'occupait aussi de cacher le bronze royal. Parce que les humeurs pouvaient trahir son état de santé. Et c'était pas quelque chose qu'on voulait laisser comme information à tout le monde. Sauf que, on en revient, comme d'habitude, au même problème. Où est-ce qu'on déverse la merde ? À cette époque-là, il n'existait pas d'égouts souterrains. C'est d'ailleurs bien la merde à Londres au milieu du 19e siècle, parce que soit on vide son pot de chambre dans les caves, soit par la fenêtre. Déjà qu'on est obligé de se promener dans la rue avec un mouchoir sur le nez tellement c'est horrible. En plus, c'est hyper dangereux de se balader dans la rue. Problème qui a d'ailleurs atteint un record au milieu du siècle, puisque à ce moment-là, 3 bébés sur 20 meurent avant d'atteindre 1 an. Parce qu'il y avait d'énormes problèmes d'hygiène. À l'été de 1858, la Tamise devient un gigantesque égout à l'air libre. 340 000 mètres cubes de joyeuseté qui coulent le long de la ville, alors qu'il fait super chaud et super humide. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal ? On donne à cet événement le nom épique de Grande Puanteur. Et cet événement-là, il commence à toucher du doigt un point intéressant pour notre question de départ. L'événement s'appelle la Grande Puanteur. Donc cela signifie qu'à ce moment précis de l'histoire, on trouve que les excréments, ça pue. Là, je vous dis ça, mais vous êtes peut-être en train de ne pas comprendre du tout où est-ce que je veux en venir. Mais encore une fois, s'il vous plaît, reprenons la question de base. Pourquoi est-ce que nous, on est dégoûtés par ça, alors que ce sont des odeurs et des matières qui ne dérangent absolument pas d'autres espèces, voire même les attirent. Le concept même de puanteur n'est pas du tout intuitif. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe même pas de récepteur olfactif situé dans notre cavité nasale qui ferait grosso modo le tri entre les molécules d'odeur bonne et les molécules de mauvaise odeur. Ça n'existe pas. En fait, les odeurs sont neutres. Ni bonnes, ni mauvaises. Jusqu'à ce que notre amygdale, dans notre cerveau, évalue la valence émotionnelle du stimuli de l'odeur. Autrement dit, le fait que le cax soit considéré comme une odeur qui pue, de manière globalement universelle, est totalement un concept appris. On apprend dès le plus jeune âge à définir ces odeurs comme mauvaises. Mais il n'y a rien de biologique ou d'obligatoire là-dedans. Peut-être que fut un temps, l'odeur du cax était considérée comme une bonne odeur, parce que familière et synonyme de moment convivial. En fait, on n'en sait rien. Et quoi qu'il arrive, l'info importante ici, c'est que cet événement nous confirme qu'au 19e siècle, à Londres, l'association d'idées entre cax égale dégoût était déjà enclenchée, parce qu'on considère que ça pue, c'est l'événement de la Grande Puanteur. Et autant vous dire que ça a été la goutte de trop pour l'époque. C'est le moment où la révolution sanitaire se met en place. On a décidé d'arrêter de repousser les travaux de construction d'égouts. En France, on fixe en 1894 le principe de tout à l'égout et rien à la Seine. Et tous les propriétaires doivent raccorder leurs immeubles à l'égout. Les fosses, c'est fini et ça ouvre les possibilités à de nouvelles technologies. Notamment la fameuse chasse d'eau. Vraiment, ça a été un long périple pour en arriver jusqu'à celle qu'on connaît aujourd'hui, mais on avait déjà des prototypes dès 1596. C'est Sir John Harrington, ancêtre de Kit Harington, pas du tout, j'en sais rien, qui a mis au point une version primitive des toilettes modernes,
avec un petit robinet d'eau qui évacuait les offrandes dans la fosse septique. Sauf que ça puait toujours, énormément. Et donc 2 siècles plus tard, soit en 1775, Alexander Cummings brevette le siphon en S pour que les odeurs ne remontent pas. Par contre, son modèle de toilette n'a été utilisé qu'à la fin du 19e siècle, quand l'eau courante a été enfin installée dans les habitations. Au début, on a des chasses d'eau en hauteur, plutôt, puis progressivement, on préfère les mettre directement derrière l'assise. Cette technologie a été adoptée un petit peu partout, et aujourd'hui, c'est la pratique la plus utilisée et la plus propre. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Et en campagne, il n'y a pas forcément de tout à l'égout. Donc on trouve encore quand même des cabanes au fond du jardin jusqu'au début du XXe siècle. C'est seulement qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'on voit enfin une réelle avancée au niveau de notre utilisation des toilettes. Grâce à la croissance économique des 30 Glorieuses, on voit une forte hausse du niveau de vie des ménages et les pratiques quotidiennes sont complètement bouleversées. On recherche alors le confort et on n'a plus le temps et surtout pas vraiment envie d'aller très très loin pour faire cax. On veut créer une home sweet home, ok? Donc les toilettes bien aménagées à l'intérieur deviennent la base. Là, on est à peu près sûr et certain qu'à cette époque, la notion de dégoût est déjà à peu près similaire à celle qu'on partage actuellement. Mais une autre notion vient également s'infiltrer par-dessus, la notion de honte, ou de pudeur plutôt face au fait d'aller à la selle. On a l'exemple par exemple avec le papier toilette. En 1930, une pub allemande joue là-dessus et commercialise le papier en disant « Demandez un rouleau de Hakel, vous n'aurez pas à parler de papier toilette. » Parce que c'est absolument fou, mais au début du XXe siècle, ils ont mis 12 ans à réussir à vendre le premier rouleau de PQ au public, tellement les Américains avaient honte de leur habitude fécale. Ils voulaient pas aller en acheter. En fait, le papier toilette jetable en rouleau, c'est très récent. On sait que les Chinois fabriquaient du papier pour les fesses autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais c'était réservé seulement à l'élite et à l'empereur. Au fil des siècles, on utilisait des bouts de céramique, de la pierre, de la paille, du tissu, des serviettes réutilisables, le bidet, peu importe. Ce sont les frères Scott qui ont eu l'idée de mettre le papier autour d'un rouleau et de l'utiliser comme ça. Cependant, il faut quand même pas oublier que l'accès aux toilettes et à ce confort n'est pas du tout égal partout dans le monde. En Éthiopie, par exemple, on a très peu accès à des toilettes décentes, et en Inde, le papier toilette n'est pas bien vu encore. On utilise de l'eau et sa main gauche, ou alors une douchette. Et d'ailleurs, un petit fun fact, mais figurez-vous que se nettoyer le derche directement à l'eau, c'est 30 fois plus hygiénique. Enfin, 30 fois, c'est pas des chiffres statistiques, mais c'est beaucoup plus hygiénique et que beaucoup trouvent que c'est le papier toilette qui est en fait complètement arriéré. Donc petite prédiction, mais ça se trouve dans quelques centaines d'années, les gens du futur nous regarderont en mode « Ew !» avec du papier « Ew !» La chose à retenir ici qui est assez intéressante, c'est que le cax n'a pas du tout toujours été un objet de dégoût, de honte ou de moquerie, comme il peut l'être aujourd'hui. Pendant une petite période, très brève fenêtre de l'histoire de l'humanité, on ne ressentait probablement aucun sentiment particulier face à la chose. Et il est même assez probable que si on interviewait un gars de la Mésopotamie sur le sujet, il nous dirait qu'il trouve que le cax, ça sent bon, ou en tout cas que ça pue pas, quoi. En fait, notre aversion à ce besoin primaire est très probablement culturelle. Et la plupart des humains apprennent très tôt que tout ce qui est excrément, nourriture pourrie, les poux, les vers, larves, nanana, toutes ces choses-là sont repoussantes. Mais ça ne va pas de soi, et il est probable que sans ce conditionnement, vous trouveriez peut-être même que des vers de bouffe, c'est hyper cute, ça. Mais la grande question c'est, pourquoi ? Pourquoi ce conditionnement ? Pourquoi se conditionner collectivement à être dégoûté par ces choses-là? La réponse logique, là, que vous devez être en train d'hurler derrière votre écran, c'est « Mais parce que c'est dangereux, donc ça représente un danger potentiel !» Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Il existe une théorie selon laquelle tout ce qui est visqueux nous dégoûte parce que ça ressemble à de la matière organique qui pourrit, comme par exemple un cadavre. Et donc, qu'on développerait une aversion pour tout ce qui nous rappelle que finalement, nous sommes mortels. Alors si le dégoût est l'une des manières des humains de réagir au rappel de la mortalité, est-ce que ce tabou autour de nos selles serait notre moyen d'ignorer ce qui nous rapporte à notre propre mort? Ou alors peut-être que c'est parce qu'on veut se concentrer sur ce qui nous différencie des animaux. On parle pas de ce besoin primaire et on a honte parce que nous on réfléchit. Et du coup, pour oublier la mort, on aurait inventé les toilettes en quelque sorte. De façon un peu extrapolée mais quand même. Et le fait que vous soyez dégoûté par l'odeur après que votre moitié ait lâché un numéro 2 et que vous vouliez aller juste faire un petit pipi, c'est un moyen cognitif induit par notre culture
parce que on aurait peur de façon très très lointaine de la mort. Donc en vrai, outre le côté « oh là là, trop drôle, un épisode sur le caca », ce sujet, c'est loin d'être sans intérêt. La réalité, c'est que étudier les habitudes autour des toilettes des humains, ça peut en dire très très long sur une culture ou une époque. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous aurez appris des petits trucs, comme quoi, même en parlant de choses un petit peu triviales, on peut apprendre des choses, puisqu'en histoire, l'histoire c'est littéralement ça, c'est l'histoire des communautés, de la vie, et ça inclut aussi le cax. La grande question qu'on se pose à la fin de cet épisode, c'est également quid de l'avenir de nos toilettes. Dans le sens où, comme on l'a vu, il est assez probable que d'ici quelques siècles, des éléments comme le PQ deviennent d'un autre temps, voire même qu'on nous juge carrément dégueulasse pour avoir fait ça pendant si longtemps. Et là-dessus, il existe déjà des options qui risquent de fortement se populariser dans les siècles à venir. C'est par exemple le cas des toilettes Geberit, qui est une entreprise suisse, leader européenne dans les produits et systèmes sanitaires. Par exemple, le Geberit AquaClean est un WC lavant avec douchette intégrée, offrant un nettoyage doux à l'eau, en alternative écologique au papier toilette. C'est l'idéal pour allier confort, hygiène et durabilité, puisque ces toilettes contribuent à réduire l'empreinte environnementale en limitant la consommation de papier, dont la production exige énergie, eau et bois. On n'y pense pas, mais en Amérique du Nord, 100 rouleaux de papier toilette par personne chaque année nécessitent l'abattage de 15 millions d'arbres et génère d'importantes émissions de CO2. Donc choisir des toilettes comme celle-ci, non seulement ça vous permet d'avoir une meilleure hygiène, mais en plus de ça, de moins polluer. Et en plus, c'est plus agréable. Le Geberit AquaClean mise sur l'hygiène grâce à un nettoyage à l'eau plus doux et plus efficace que le papier toilette, avec un jet d'eau ajustable en intensité et en température, idéal pour les peaux sensibles. Certains modèles intègrent même un purificateur d'air, un siège chauffant, un couvercle automatique ou encore un séchage à l'air chaud, ou alors carrément une lumière d'ambiance, ce qui vous donne des options pour avoir une expérience vraiment très comfy. Donc si vous prévoyez de changer vos toilettes bientôt, je vous laisse toutes les infos en description.